Ma femme a dit, aucune femme ne voudrait jamais de moi. Elle m'a traité de petit devant tout le monde. Je n'ai pas réagi. J'ai dit, d'accord. J'ai ajusté ma montre. Je suis sorti calmement. Mais elle ne s'attendait pas à ce qui allait suivre. J'ai 36 ans. Je suis marié depuis 8 ans. Je pensais avoir une vie convenable. Pas parfaite, mais stable. Je travaillais dur. Je rentrais à la maison tous les soirs. Je payais les factures sans me plaindre. Ma femme avait sa carrière, j'avais la mienne. Nous avions une routine. En y repensant maintenant, je réalise que la routine n'est pas synonyme de bonheur, mais je ne le voyais pas à l'époque. Nous étions au dîner annuel de son entreprise vendredi soir dernier, un de ces événements d'entreprise où tout le monde prétend apprécier le poulet en caoutchouc et le vin bon marché tout en réseautant. Je n'étais pas ravi d'y aller, mais elle avait insisté pendant des semaines, disant que c'était crucial pour son image au travail, alors j'ai mis mon plus beau costume, celui bleu marine qu'elle m'avait acheté pour mon anniversaire, et je me suis présenté avec un sourire. La soirée a bien commencé. Ses collègues semblaient assez sympathiques. J'ai fait la conversation sur la météo, sur le sport, sur des choses sans importance. J'ai toujours été doué pour me fondre dans le décor lors de ces événements. Je ne suis pas le genre d'homme qui captive une pièce. Je suis celui qui écoute, qui hoche la tête, qui donne aux autres le sentiment d'être entendu. Ma femme disait que c'était l'une de mes meilleures qualités, que je lui donnais l'impression d'exister. C'est drôle comme les choses changent. Le dîner s'est terminé vers 21h. Les gens en étaient à leur 3e ou 4e verre. Les inhibitions tombaient. Son patron, ce type qui met trop d'eau de Cologne et qui rit trop fort à ses propres blagues, a commencé à tenir salon à notre table. Ma femme était suspendue à ses lèvres, riant à tout ce qu'il disait. Je l'ai remarqué, mais je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. Elle devenait toujours plus animée en présence de ses supérieurs. Puis, un de ses collègues, un type de la comptabilité avec une calvitie naissante et un ego surdimensionné, a fait un commentaire sur les relations, quelque chose sur le fait que les femmes en veulent toujours plus, que les hommes ne sont jamais vraiment à la hauteur. Quelques personnes ont ri, mal à l'aise. C'est à ce moment-là que ma femme a décidé d'intervenir. Croyez-moi, certaines d'entre nous ont appris à se contenter de peu, a-t-elle dit assez fort pour que la moitié de la table l'entende. Aucune femme ne voudrait vraiment de lui si elle savait ce qui l'attendait. La conversation ne s'est pas complètement arrêtée, mais elle a trébuché. Les gens se sont soudainement intéressés de très près à leur verre, au centre de table, à n'importe quoi pour ne pas avoir à me regarder. Je me suis tourné lentement vers elle. Elle souriait. Pas un sourire nerveux, pas un sourire du genre « Oups », je l'ai dit à voix haute. Un sourire délibérément cruel. Le type de la compta, à son crédit, a essayé de détourner la conversation. « Allons, c'est un peu dur, tu ne trouves pas ?» Elle l'a écarté d'un geste de la main. « Je suis juste honnête. Je veux dire, regardez-le. Il est petit dans tous les sens du terme, si vous voyez ce que je veux dire. » Elle a même fait un clin d'œil en le disant. Plusieurs personnes ont eu un hoquet de surprise. Quelques-unes ont ri nerveusement. Son patron avait l'air d'avoir gagné au loto, souriant d'une oreille à l'autre comme si c'était la chose la plus divertissante qu'il ait vue de toute l'année. J'ai senti tous les regards de la table posés sur moi. Certains semblaient embarrassés pour moi. D'autres avaient l'air curieux, attendant de voir si j'allais faire une scène. Ma femme, elle, continuait de sourire comme si elle avait dit quelque chose d'intelligent. Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas levé pour me défendre. Je ne lui ai pas jeté mon verre au visage, même si, je l'avoue, l'idée m'a traversé l'esprit. Je l'ai juste regardé pendant un long et silencieux moment. Puis j'ai dit un seul mot. D'accord. J'ai baissé la main et j'ai ajusté ma montre, une habitude nerveuse que j'ai depuis l'université. Puis j'ai repoussé ma chaise, je me suis levé, et j'ai quitté ce restaurant. Je ne me suis pas pressé. Je ne suis pas parti en trombe. J'ai simplement marché, calme et stable, comme si je quittais un dîner ordinaire. Derrière moi, j'ai entendu sa voix. « Où est-ce que tu vas ? Tu es sérieux, là ?» Elle avait l'air agacée, pas désolée, comme si c'était moi qui la mettais dans l'embarras en partant. Je suis arrivé à ma voiture, je me suis assis sur le siège conducteur, et j'ai juste respiré pendant 1 minute. Mes mains ne tremblaient pas.
Mon cœur ne battait pas la chamade. J'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. La clarté. Comme si un brouillard s'était levé, et que je pouvais enfin voir ce qui avait été juste devant moi depuis tout ce temps. Je suis rentré à la maison, je me suis versé 2 doigts de whisky, et je me suis assis sur le canapé dans le noir. Je n'ai pas allumé la télé. Je n'ai pas regardé mon téléphone. Je suis juste resté là, à penser à chaque petite remarque, chaque pic subtil, chaque moment au cours des 8 dernières années où elle m'avait fait me sentir exactement comme elle m'avait décrit ce soir. Petit. Elle est rentrée vers minuit. J'ai entendu ses talons claquer sur le parquet, entendu son sac à main heurter le comptoir avec plus de force que nécessaire. Elle était ivre. Je pouvais le dire à sa façon de se déplacer, bruyante et désordonnée. « Tu es sérieusement en colère pour une blague ?» a-t-elle dit, ces mots légèrement pâteux. Tout le monde riait. « Tu es tellement sensible, en ce moment. » Je ne me suis pas retourné. Ce n'était pas une blague. Oh mon Dieu, ça recommence. Elle a contourné le canapé pour me faire face. « Tu vas bouder, maintenant ? Me faire la tête comme un enfant ? » Non, ai-je dit calmement. Je vais me coucher. Tu peux dormir dans la chambre d'amis ce soir. Elle a cligné des yeux, confuse. Pardon ? Tu me chasses de ma propre chambre ? Ce n'est pas ta chambre. C'est notre chambre. Et en ce moment, je ne veux pas de toi dedans. Elle a ri, mais son rire sonnait creux. Tu es vraiment sérieux ? Pour une stupide blague à un dîner de travail ? Oui, ai-je dit. Je suis sérieux. Son visage a changé. L'amusement a disparu, remplacé par quelque chose de froid. Tu es pathétique. Tu le sais, ça ? C'est exactement de ça que je parlais. Tu ne sais même pas accepter une blague. Tu es faible. Je me suis levé, je l'ai regardé droit dans les yeux. Va dans la chambre d'amis. Elle m'a traité d'autres noms, de manipulateur, de tyran. Elle a dit que je prouvais ce qu'elle disait, que j'étais petit dans tous les sens du terme. Puis elle a attrapé son téléphone et est partie en trombe dans la chambre d'amis, claquant la porte assez fort pour faire trembler les cadres sur le mur. Je suis allé me coucher, mais je n'ai pas beaucoup dormi. Je n'arrêtais pas de rejouer la soirée dans ma tête. Pas seulement cette nuit, mais des années de nuit, des années de petites remarques. Tu es trop silencieux. Pourquoi ne peux-tu pas être plus affirmé ? Les maris de mes amis sont tellement plus ambitieux. Je balayais tout ça en me disant qu'elle se défoulait, qu'elle était juste stressée. Maintenant, je les voyais pour ce qu'elles étaient. La mort par 1000 coupures. Samedi matin, elle a agi comme si de rien n'était. Elle est entrée dans la cuisine vers 10 heures, m'a embrassé sur la joue comme elle le faisait toujours, et m'a demandé ce que je voulais pour le petit déjeuner. Sa voix était joyeuse, désinvolte, comme si elle ne m'avait pas publiquement humilié 12 heures plus tôt. J'étais debout au comptoir, en train de préparer du café. Je n'ai pas répondu à sa question. Elle a soupiré, de manière forte et dramatique. Tu es vraiment encore fâché pour hier soir ? Allons. J'ai dit que j'étais désolé. Je me suis tourné pour la regarder. Non, tu ne l'as pas dit. Eh bien, je le dis maintenant. Je suis désolé. D'accord ? C'est le vin qui parlait. Tu sais bien que je ne le pensais pas. Si, tu le pensais, ai-je dit. Elle a levé les yeux au ciel, en s'appuyant contre le comptoir. D'accord, je le pensais un peu. Mais tu dois admettre que tu n'es pas exactement du genre affirmé. Tu laisses les gens te marcher sur les pieds, y compris moi. Parfois, j'ai juste besoin que tu sois un peu plus un homme, tu sais. J'ai posé ma tasse de café avec précaution. C'est ce que tu penses ? C'est ce que je sais, a-t-elle dit. Tu es passif. Tu ne te défends jamais. C'est pour ça que j'ai dit ce que j'ai dit hier soir. Peut-être que si tu avais un peu plus de caractère, je ne ressentirais pas le besoin de le souligner. De m'humilier devant tes collègues. Elle a fait une pause, puis a haussé les épaules. Je n'essayais pas de t'humilier. J'étais juste honnête. Tu es beaucoup trop sensible à tout. J'ai pris une grande inspiration. Puis j'ai prononcé les mots auxquels j'avais pensé toute la nuit. Je veux le divorce. Elle a ri. A vraiment ri. Non,
tu ne le veux pas. Si, je le veux. Le sourire s'est lentement effacé de son visage. Tu n'es pas sérieux. Je n'ai jamais été aussi sérieux de toute ma vie. Elle m'a fixé pendant un long moment. Je pouvais voir son cerveau travailler, essayant de déterminer si c'était du bluff. Puis elle a dit, tu ne le feras pas vraiment. Tu n'as pas le cran. Regarde-moi faire. Elle est restée là quelques secondes de plus, puis s'est retournée et a quitté la cuisine. Je l'ai entendue au téléphone quelques minutes plus tard, parlant à quelqu'un, probablement sa mère. Elle pleurait. De ces sanglots forts et dramatiques qu'elle utilise quand elle veut de la sympathie, ceux qui sonnent presque théâtraux. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à chercher des avocats spécialisés en divorce. J'en ai trouvé un avec de bonnes critiques. Le genre d'avocat dont le visage est sur les panneaux publicitaires partout en ville. Le genre qui ne perd jamais. J'ai appelé son cabinet, m'attendant à laisser un message vocal un samedi. Il a répondu à la 3e sonnerie. J'ai besoin d'un divorce, lui ai-je dit. Rapide, propre. Peu importe le coût. Je peux faire ça, a-t-il dit. Sa voix était calme, professionnelle. Dites-moi sur quoi nous travaillons. Actif, biens immobiliers. La maison est à mon nom seul. Je l'ai achetée 2 ans avant notre mariage. J'ai des comptes d'investissement dont elle ignore l'existence. Environ un demi-million, à peu de choses près. Bien. Très bien. Situation professionnelle? Je travaille à plein temps dans la finance. Elle travaille à temps partiel dans son entreprise, depuis environ 2 ans. J'ai couvert probablement 80% de nos dépenses. Encore mieux. Ça devrait être simple. Je vais demander à mon équipe de commencer la paperasse. Nous vous contacterons lundi matin. Dimanche fut silencieux. Elle est restée dans la chambre d'amis. Je suis resté dans notre chambre. Nous n'avons pas parlé. Je l'entendais bouger dans la maison. Je l'ai entendu au téléphone plusieurs fois, mais nos chemins ne se sont pas croisés. C'était comme vivre avec un fantôme. Lundi matin. Je suis allé travailler comme si c'était un jour comme les autres. J'ai assisté à des réunions, répondu à des emails, parlé à des clients. Personne là-bas ne savait que quelque chose n'allait pas. Je suis doué pour compartimenter. Je l'ai toujours été. Vers midi, mon avocat a appelé. Les papiers sont rédigés. Je vais demander à quelqu'un de les lui signifier cet après-midi. Où sera-t-elle? À son bureau. Elle travaille généralement le lundi. Parfait. Nous les lui ferons signifier là-bas vers 15 heures. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée? Ses collègues vont voir. Vous voulez que ce soit fait rapidement et proprement, n'est-ce pas? Une signification en public met la pression sur elle. Faites-moi confiance. À 15h15, mon téléphone a sonné. C'était elle. Elle criait si fort que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. Tu m'as fait signifier les papiers au travail. Tu es devenu fou? Tout le monde a vu. Le bureau entier m'a regardé recevoir des papiers de divorce. Bien, ai-je dit calmement. Bien? Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu essaies de m'humilier, maintenant. C'est une vengeance? Non, j'essaie de divorcer de toi. Il y a une différence. Sa voix s'est brisée. Je n'arrive pas à croire que tu fasses vraiment ça pour un seul commentaire, un stupide commentaire à un dîner. Ce n'était pas un seul commentaire, ai-je dit. C'était 8 ans de commentaires. C'est juste que, maintenant, je les écoute enfin. Elle a raccroché. Ce soir-là, vers 18h, elle s'est présentée à la maison avec sa mère. Sa mère m'a détesté dès le premier jour. Elle a toujours pensé que je n'étais pas assez bien pour sa fille. Pas assez de succès, pas assez passionnant, pas assez quoi que ce soit. Elle est entrée dans ma maison comme si elle en était la propriétaire. Tu dois arrêter ces bêtises immédiatement, a dit sa mère, sans même prendre la peine de saluer. Tu te comportes de manière puérile et vindicative. Elle a fait une erreur. Tout le monde fait des erreurs. Elle a fait beaucoup d'erreurs, ai-je dit. J'en ai fini de les pardonner. Tu vas détruire sa réputation. Tout le monde dans son entreprise en parle. Tu ruines sa carrière à cause de ton ego fragile. Ce n'est plus mon problème.
Le visage de sa mère est devenu rouge. Tu n'es qu'un petit homme pathétique. Pas étonnant qu'elle ait dit ce qu'elle a dit. Tu n'es rien. Tu as toujours été rien. Ma fille aurait pu avoir tellement mieux. Je lui ai souri. Vraiment souri. Et pourtant, c'est moi qui possède cette maison. C'est moi qui ai l'argent. C'est moi qui ai l'avocat qui facture plus cher de l'heure que ce que vous gagnez probablement en une semaine. Alors si je ne suis rien, qu'est-ce que ça fait de vous? Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, l'a rouverte. Aucun mot n'est sorti. Ma femme pleurait dans un coin, le mascara coulant sur son visage. Sa mère lui a attrapé le bras et elles sont parties sans un mot de plus. Les 3 semaines suivantes furent un cours magistral de guerre psychologique. Ma femme a tout essayé. D'abord, il y a eu les excuses. De longs appels téléphoniques en larmes où elle jurait qu'elle n'avait jamais rien pensé de tout ça, qu'elle m'aimait, qu'elle ferait n'importe quoi pour arranger les choses. Je n'ai pas répondu à la plupart d'entre eux. Pour ceux auxquels j'ai répondu, j'ai été bref, parle à mon avocat. Ensuite sont venues les menaces. Elle me prendrait tout ce que j'avais. Elle dirait à tout le monde quel mari terrible j'avais été. Elle s'assurerait que je ne verrais jamais un centime de mon argent. Son avocat l'a apparemment informé qu'aucune de ces choses n'était légalement possible. Cette phase n'a donc pas duré longtemps. Puis elle a commencé à se présenter à mon bureau. La première fois, elle était calme, demandant à parler. Je l'ai fait escorter dehors par la sécurité. La deuxième fois, elle pleurait, suppliant. Sécurité à nouveau. La troisième fois, elle hurlait dans le hall d'entrée que j'étais un monstre. La sécurité a appelé la police. Elle n'est pas revenue après ça. Ses collègues ont commencé à me contacter sur les réseaux sociaux. Apparemment, elle avait raconté toute une histoire au travail. J'étais violent. Je contrôlais tout l'argent. Je l'avais isolé de ses amis et de sa famille. Je l'avais menacé. Rien de tout cela n'était vrai. Mais elle avait besoin d'un récit. Elle avait besoin d'être la victime. La plupart des gens l'ont bloqué ou ont ignoré ses messages. Mais une personne, le type de la comptabilité du dîner, m'a envoyé un message auquel je ne m'attendais pas. Salut mec, je voulais juste dire que je suis désolé pour ce qui s'est passé au dîner, c'était complètement déplacé. Aussi, je ne sais pas si ça a de l'importance pour toi maintenant, mais je pense que tu devrais savoir quelque chose. Elle voit quelqu'un du travail. Ça fait au moins 3 ou 4 mois, à ma connaissance. Je pensais que tu méritais de le savoir. Mon cœur ne s'est pas emballé en lisant ça. Je me suis senti justifié. J'ai répondu, qui? Sa réponse est arrivée immédiatement. Son patron. Le type qui était assis en bout de table ce soir-là. Bien sûr. Bien sûr que c'était lui. Les pièces du puzzle s'emboîtaient si parfaitement, c'en était presque drôle. Les nuits tardives au bureau. L'intérêt soudain pour son apparence. La façon dont elle était suspendue à ses lèvres au dîner. La façon dont il avait souri quand elle m'avait humilié. J'ai transféré le message à mon avocat. Il l'a transféré à son avocate. 2 jours plus tard, son avocate a appelé le mien. Il voulait un règlement à l'amiable. Elle signerait tout ce que nous lui présenterions. La réunion a été fixée au lundi suivant, dans le cabinet de mon avocat. Un bel immeuble du centre-ville, tout en verre et en acier, avec des œuvres d'art coûteuses sur les murs. Son avocate était là quand je suis arrivé. Puis elle est arrivée. Elle avait l'air terrible. Pas de maquillage, les cheveux tirés en une queue de cheval désordonnée, des cernes sombres sous les yeux. Elle n'a pas voulu me regarder en s'asseyant de l'autre côté de la table. Son avocate a fait glisser les papiers. Ma cliente accepte toutes les conditions. Pas de pension alimentaire, aucune revendication sur la maison ou tout bien acquis avant le mariage. Elle garde sa voiture et ses effets personnels. C'est tout. Mon avocat m'a regardé. J'ai hoché la tête. J'ai signé chaque page. Elle a signé chaque page. Le tout a pris peut-être 15 minutes. 8 ans de mariage, terminés par des signatures sur du papier. Alors que nous sortions, elle m'a attrapé le bras dans le couloir. Son contact me parut étranger. Je ne le pensais pas, a-t-elle murmuré. Rien de tout ça. J'étais ivre. J'étais stupide.
Je t'aime. Je t'aime vraiment. J'ai regardé sa main sur mon bras. Puis j'ai regardé son visage. Vraiment regardé, peut-être pour la première fois depuis des années. Non, tu ne m'aimes pas, ai-je dit doucement. Tu ne m'as jamais aimé. Tu as aimé ce que je fournissais, la stabilité, la maison, la sécurité. Mais tu ne m'as jamais aimé, moi. J'ai retiré mon bras et je me suis dirigé vers l'ascenseur. Elle pleurait derrière moi. Je ne me suis pas retourné. 2 mois après la finalisation du divorce, je m'installais dans ma nouvelle vie. J'avais vendu la maison. Trop de mauvais souvenirs imprégnaient ces murs. J'ai acheté un appartement en centre-ville, plus petit mais moderne, avec des baies vitrées donnant sur la ville. C'était propre, neuf, à moi. Le travail allait bien. En fait, le travail allait mieux que bien. Sans le stress constant d'un mariage en déroute, je m'étais jeté dans un projet que je repoussais depuis des années. Mon patron l'a remarqué. J'ai eu une promotion. Pas une petite, en plus. Poste de direction, augmentation significative, bureau d'angle. Le genre de succès dont j'avais toujours été capable, mais que je n'avais jamais tout à fait atteint parce que j'étais trop occupé à gérer les émotions de quelqu'un d'autre. Puis, un mardi après-midi, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. D'habitude, je ne réponds pas à cela, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Bonjour, c'est bien vous? La voix était masculine, jeune, incertaine. Qui est à l'appareil? Je m'appelle écoutez, c'est bizarre. Je vous appelle parce que je pense que vous devriez savoir quelque chose sur votre ex-femme. J'ai failli raccrocher. Puis la curiosité l'a emporté. Je vous écoute. Je travaille dans son entreprise. Enfin, je travaillais. Passé. Tout l'endroit est en train d'imploser en ce moment. Votre ex et son patron, celui qu'elle voyait, il s'avère qu'il n'était pas exactement discret. Les RH ont lancé une enquête après que quelqu'un a déposé une plainte. Apparemment, il y avait des emails assez inappropriés. Matériel de l'entreprise, sur le temps de l'entreprise. Ils ont tous les deux été licenciés la semaine dernière. Je me suis assis à mon bureau. Pourquoi me dites-vous ça? Parce qu'elle raconte à tout le monde que vous êtes la raison pour laquelle elle a perdu son emploi. Que vous avez appelé son entreprise et inventé des mensonges sur elle. J'étais là ce soir-là, au dîner. J'ai vu ce qu'elle vous a fait. J'ai juste pensé que vous devriez savoir ce qu'elle dit maintenant, au cas où ça vous reviendrait. J'apprécie l'information, ai-je dit, mais je n'ai pas contacté son entreprise. Je n'ai parlé à personne là-bas. C'est ce que je pensais. Écoutez, mec, je voulais juste que vous sachiez qu'elle ne va pas bien. J'ai entendu dire qu'elle était retournée vivre chez sa mère. Le type, son patron, il l'a laissé tomber à la seconde où ils ont été licenciés tous les deux. Ça n'a même pas duré une semaine après ça. Nous avons parlé quelques minutes de plus. Il m'a donné des détails dont je n'avais pas vraiment besoin, mais que j'ai écoutés quand même. Après avoir raccroché, je suis resté assis un moment à digérer l'information. Je ne me sentais pas heureux de sa situation. Je ne me sentais pas triste non plus. Je ne ressentais rien. Elle était un personnage dans une histoire que j'avais fini de lire. Ce week-end-là, je suis allé à un événement caritatif auquel un de mes collègues m'avait invité. J'ai failli ne pas y aller. Je n'ai jamais été un grand fan de ces choses, mais mon collègue avait insisté, disant que je devais sortir davantage, alors j'y suis allé. C'est là que je l'ai rencontrée. La femme du café que j'avais mentionné plus tôt. Il s'est avéré qu'elle était bénévole à l'événement. Nous avions discuté quelques fois quand je prenais un café près de mon immeuble, mais c'était différent. Elle était différente en dehors de ce café. Confiante, drôle. Elle m'a fait rire plus en 2 heures que je n'avais ri en 2 ans de mon mariage. Nous avons échangé nos numéros, commencé à nous envoyer des SMS, puis les cafés se sont transformés en dîners. Elle ne savait rien de mon ex. Je veux dire, elle savait que j'étais divorcé, mais je ne lui ai pas déballé toute l'histoire. Elle n'avait pas besoin de porter ce poids. 3 mois que je sortais avec elle. Les choses se passaient bien. Vraiment bien. Elle était tout ce que mon ex n'était pas. Elle me valorisait au lieu de me rabaisser. Elle me demandait comment s'était passée ma journée et écoutait vraiment. Elle riait de mes blagues, même les mauvaises. Elle me donnait le sentiment d'être important.
Puis, un samedi après-midi, j'ai reçu un email de mon ex. L'objet était juste « S'il te plaît, lis ceci ». J'ai failli le supprimer sans l'ouvrir, mais quelque chose m'a poussé à cliquer. L'email était long, des pages entières, un désordre décousu d'excuses, de justifications et de prétextes. Elle disait qu'elle avait fait la plus grande erreur de sa vie. Elle disait qu'elle suivait une thérapie, qu'elle travaillait sur elle-même. Elle disait qu'elle comprenait maintenant à quel point elle m'avait blessé. Elle disait qu'elle voulait une autre chance. Elle disait que personne ne m'aimerait jamais comme elle. J'ai tout lu. Puis je l'ai relu. Et je n'ai rien ressenti. Pas de colère, pas de tristesse, pas de tentation de répondre ou d'engager la conversation. Juste rien. Je l'ai supprimé. La femme avec qui je sortais, nous l'appellerons ma petite amie maintenant, parce que c'est ce qu'elle devenait, a remarqué que j'étais distrait ce soir-là. Nous étions chez elle, en train de cuisiner ensemble. « Ça va » a-t-elle demandé en coupant des légumes. « Ouais » ai-je dit. Mon ex m'a envoyé un email aujourd'hui. Elle a arrêté de couper. Oh. Qu'est-ce qu'elle voulait? Une autre chance, apparemment. Et je l'ai supprimé. Elle a souri, et a recommencé à couper. Bien. C'est tout. Pas de jalousie, pas d'interrogatoire, pas de drame. Juste de l'acceptation et de la confiance. C'était un sentiment si étranger que j'ai presque eu du mal à le comprendre. Une semaine plus tard, j'ai croisé quelqu'un de l'entreprise de mon ex-femme. Nous étions dans le même restaurant et il m'a reconnu. Il est venu me dire bonjour. Salut, mec. Comment ça va? Bien, ai-je dit. Très bien, en fait. C'est super à entendre. Écoute, je voulais juste dire que nous nous sommes tous sentis très mal à propos de ce qui s'est passé à ce dîner. C'était tellement déplacé. Et juste pour que tu saches, la plupart des gens dans l'entreprise étaient de ton côté. Nous avons trouvé que ce qu'elle a fait était inexcusable. J'apprécie. Ouais. Eh bien, le karma finit toujours par faire son œuvre. Elle ne va pas très bien, d'après ce que j'ai entendu. Elle vit toujours chez sa mère. N'arrive pas à trouver de travail, elle t'a mis comme référence sur une candidature. Tu peux y croire? Évidemment, ça ne s'est pas bien passé pour elle quand ils t'ont vraiment appelé. Ils ne m'ont pas appelé, ai-je dit. Oh. Eh bien, peut-être qu'ils le feront. Je voulais juste que tu le saches. Nous avons discuté quelques minutes de plus, puis il est retourné à sa table. Ma petite amie a demandé de quoi il s'agissait. Je lui ai donné la version courte. Elle m'a serré la main. Tu sais ce que j'aime chez toi, a-t-elle dit. Quoi? Tu ne parles pas d'elle. Tu n'es pas obsédé. Tu ne la laisses pas vivre dans ta tête. Tu as juste tourné la page. Il faut de la force pour ça. Je n'y avais jamais pensé de cette façon, mais elle avait raison. J'avais complètement tourné la page. Mon ex était un chapitre clos. Non pas parce que je lui avais pardonné, je ne suis pas sûr de l'avoir fait, mais parce que j'avais simplement cessé de m'en soucier. Elle n'avait plus d'importance. Cela fait 6 mois que tout s'est effondré. 6 mois depuis ce dîner. Le divorce est finalisé depuis 4 mois maintenant. Je suis dans un endroit complètement différent, au sens propre comme au figuré. Je suis toujours dans mon appartement du centre-ville, toujours dans la même entreprise, mais à ce nouveau poste de direction qui me met au défi chaque jour. Ma petite amie et moi sommes toujours ensemble. Nous prenons les choses lentement, ce qui semble juste. Pas de précipitation, pas de pression, juste 2 personnes qui apprécient la compagnie de l'autre. Le mois dernier, j'ai appris par des rumeurs que mon ex était fiancé à un type qu'elle a rencontré dans un bar, apparemment. 3 mois de relation et ils sont fiancés. Sa mère est ravie, d'après ce qu'on m'a dit. Je suppose qu'elle a enfin trouvé quelqu'un qui répond à ses critères. Quand j'ai appris la nouvelle, ma petite amie s'est inquiétée que je sois contrarié. Je ne l'étais pas. Je souhaitais sincèrement du bien à mon ex. Non pas parce que je suis un saint, mais parce que son bonheur ailleurs signifie qu'elle arrêtera enfin d'essayer de se frayer un chemin dans ma vie. Je l'ai vue une fois il y a environ un mois, complètement par accident. J'étais dans un restaurant avec ma petite amie et mon ex est entré avec son fiancé. Nos regards se sont croisés pendant peut-être 2 secondes.
Elle avait l'air de vouloir venir nous voir. J'ai détourné le regard et j'ai continué à parler à ma petite amie comme si de rien n'était. Mon ex est parti 10 minutes plus tard. Ma petite amie m'a demandé si c'était elle. J'ai dit oui. Elle m'a demandé si ça allait. J'ai dit oui, et je le pensais. Les gens me demandent parfois si je suis en colère à propos de ce qui s'est passé, à propos des 8 années que j'ai perdues avec quelqu'un qui me traitait comme si j'étais jetable. Je ne suis pas en colère. La colère demande un investissement. La colère signifie que vous vous en souciez encore. Je ne m'en soucie plus. C'est juste quelqu'un que j'ai connu. Voici ce que j'ai appris de tout cela. Quand quelqu'un vous montre sa vraie nature, croyez-le. N'attendez pas une deuxième démonstration. Ne trouvez pas d'excuses. N'espérez pas qu'il changera. Croyez-le, tout simplement, et agissez en conséquence. Mon ex m'a montré exactement qui elle était ce soir-là, au dîner. En fait, elle me l'avait montré pendant des années, mais j'étais trop à l'aise, trop complaisant, trop effrayé par le changement pour le voir. Ce soir-là, elle l'a juste dit assez fort pour que je ne puisse plus l'ignorer. Elle pensait que j'étais petit. Elle pensait que je me dégonflerais. Elle pensait que j'encaisserais, parce que je l'avais toujours fait auparavant. Elle pensait que je lui donnerais raison en restant. Au lieu de ça, je suis parti. Et j'ai continué à marcher. Et j'ai construit une vie qui est meilleure que tout ce que nous avions ensemble. Je ne suis pas petit. Je ne l'ai jamais été. J'ai juste passé trop d'années avec quelqu'un qui avait besoin de croire que je l'étais pour se sentir plus grande. Maintenant, je sais. La femme avec qui je suis maintenant, elle me voit différemment. Elle voit de la force là où mon ex voyait de la faiblesse. Elle voit de la confiance là où mon ex voyait de la passivité. Elle voit un partenaire là où mon ex voyait un pourvoyeur. Et cela fait toute la différence. Mon ex avait tort sur beaucoup de choses. Mais elle avait particulièrement tort sur une chose. Beaucoup de femmes voudraient de moi. La bonne femme, elle, me veut déjà.